Alors, s'agissant des fonds d'investissement, les fonds d'investissement, là aussi, on l'a vu tout à l'heure, ils sont caractérisés par une très grande diversité. Et donc, je vais principalement me concentrer sur quelques-uns d'entre eux, donc les fonds de pension, les fonds à effet de levier, appelés aussi hedge funds, qui souvent sont appelés aussi fonds spéculatifs, les fonds de private equity, donc ce qu'on appelle le private equity, c'est le non coté, et les fonds structurés type SICAV, FCP ou plan d'épargne en action. Alors, l'important dans ces quatre cas, ça va être de savoir décrypter la stratégie du ou des fonds présents à son capital. Et j'évoquerai, pour clôturer ce petit point sur les fonds d'investissement, l'activisme de ces fonds, parce qu'aujourd'hui, on parle souvent d'actionnaires activistes ou de fonds d'activistes, et je pense qu'il est intéressant de revenir quelques minutes là-dessus. Alors, s'agissant donc des fonds de pension, alors ces fonds de pension sont pour la plupart des fonds étrangers, puisque en France, il n'existe pas un système de fonds de pension. Il y en a un qui existe pour la fonction publique, mais il est tout à fait marginal en termes de volume par rapport à l'ensemble des fonds anglo-saxons qui servent donc à alimenter les retraites des souscripteurs à ces fonds. Ces fonds d'investissement, ils ont des gérants, et ils vont gérer l'épargne des retraités. Donc ce sont les retraités anglo-saxons qui pensent un petit peu à leur retraite et qui mettent leur argent pour le faire fructifier. Et donc ces fonds vont devoir payer des retraites, une rente aux bénéficiaires. Alors du coup, évidemment, leur stratégie de détention d'actions d'autres sociétés est évidemment affectée. On fait souvent l'erreur de croire que ces fonds de pension ont des stratégies de court terme. Non, les fonds de pension ont des stratégies de long terme. Ils sont très attachés à la valorisation du titre, tout autant qu'à la distribution de dividendes, parce qu'en fait, ils vont pouvoir payer les retraites qu'ils doivent à leurs déposants grâce tout autant à l'amélioration de la valeur des titres que grâce aux dividendes qui sont versés. Donc ils sont attachés à cet équilibre et ils ont une vision beaucoup plus de long terme qu'on veut bien le croire. Alors souvent, quand on voit un de ces fonds de pension faire un aller-retour assez rapide dans le capital d'une société, ce n'est pas parce qu'il a voulu faire un coup, ou en tout cas pas très souvent, mais plutôt parce qu'il est arrivé dans une société où il se rend compte que le management, selon lui, ne prend pas en compte les intérêts des actionnaires dans le long terme. Donc, ces types de fonds et les représentants qu'il peut y avoir éventuellement au niveau du conseil d'administration est très attentif à ce que les stratégies envisagées soient claires, soient cohérentes, et il faut convaincre ces fonds que la stratégie envisagée, que les orientations prises sont tout à fait pertinentes. Si on parle maintenant de ce qu'on appelle les hedge funds ou les fonds à effet de levier, on est dans une situation assez différente. Pourquoi? Parce que là, ils ne sont pas financés par des épargnants qui viendraient mettre leurs économies pour préparer une retraite, mais le plus souvent, ils sont financés par un petit peu de fonds propres apportés par les créateurs de ce fonds et surtout par de la dette. C'est pour ça qu'on parle de fonds à effet de levier. Il y a parfois 7 à 8 fois plus de dettes qu'il n'y a de fonds propres. Donc du coup, il y a une forte pression sur ces fonds pour rembourser les échéances aux banques qui leur ont fait des prêts. Du coup, par effet de ricochet, il y a une pression très forte qui est exercée sur le management pour vraiment optimiser la gestion de l'entreprise et dégager du résultat. Parce que dans leur idée, et c'est leur stratégie de détention, à court terme, ils ont vraiment voulu acheter et ils sont très attachés à la capacité bénéficiaire et à la distribution des dividendes. Ils n'ont pas le temps forcément d'attendre que l'entreprise et la valeur de l'entreprise augmente, mais eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'une entreprise dégage du résultat et distribue surtout des dividendes. Donc, ils sont souvent à l'origine de restructurations assez drastiques, assez dures pour le personnel et pour le management, parce qu'ils vont vouloir soit faire des plus-values rapides, ou comme je le disais, arriver à avoir des dividendes le plus possible. Donc du coup, leur centre d'intérêt, c'est l'optimisation des coûts. Et comme je le disais, parfois même, ils peuvent envoyer des managers à eux qui sont en charge de, je dirais, un petit peu de découper des entreprises, vraiment de faire des restructurations très dures. Et c'est pour ça que souvent, ces fonds ont très mauvaise réputation pour ces raisons-là. Enfin, les fonds de private equity. Alors, le plus souvent, les deux catégories de fonds que j'ai évoquées, fonds de pension et hedge funds, sont très présents dans le capital des sociétés cotées dans le monde entier.
Mais évidemment, il n'y a pas que les sociétés cotées qui ont besoin de capitaux propres, il y a aussi les sociétés non cotées. Et là, on va donc parler du private equity. Alors là, on a affaire parfois à des grands fonds qui ont une branche de private equity, parfois à des fonds plus petits avec une petite dizaine de personnes qui s'attachent voilà, à prendre des participations dans le capital des sociétés. Donc leur spécialité, c'est le non-coté. Pourquoi rentre-t-il dans le capital des sociétés non cotées? Parce que la société non cotée, à un moment donné, se trouve à un stade particulier de son développement, où elle a besoin de fonds propres, ou parce qu'il y a une transmission d'entreprise au sein d'une famille, et donc ils viennent prendre le relais ou renforcer le capital de cette entreprise pour qu'elle puisse continuer son activité et trouver ainsi de nouveaux moyens pour son développement. Là, leur stratégie de détention est plutôt de long terme. Les fonds de private equity essaient de sélectionner des entreprises qui, je dirais, ont une capacité à se développer pour les 3, 4, 5 prochaines années. Ce n'est pas des détentions à vie, mais véritablement, c'est pour passer un cap. Et donc, évidemment, passer un cap, là aussi, c'est pour améliorer la valeur des entreprises. Et donc, ces fonds sont attachés véritablement à ce que ce soit plus... que ces entreprises soient capables de dégager certes des profits, mais aussi d'évoluer dans leur valorisation. Et enfin, dernière catégorie de fonds que j'évoquerai ici, les fonds structurés, j'en ai déjà parlé, SICAV, FCP ou PEA. Là, les gérants de ces fonds, souvent pour le compte d'établissements financiers, vont développer des stratégies sectorielles ou des stratégies indicielles, à savoir une SICAV nouvelle technologie, un FCP énergie ou un FCP ou un PEA CAC 40. Donc en fait c'est une stratégie d'investissement. Les gérants de fonds ne sont pas extrêmement présents dans la gouvernance des entreprises et ils sont surtout attentifs au rendement financier des titres. Donc, et là c'est la stratégie de dividende qui est surveillée et on regarde si les entreprises sont capables de dégager du dividende. Ils vont s'investir assez peu, je le disais, dans la gouvernance et donc dans la stratégie de ces firmes. Et donc, ils ne sont pas forcément influents à ce niveau-là, mais ils peuvent se retirer et donc ils font des arbitrages entre les titres. Et donc, le gérant du fonds peut retirer un titre de son fonds pour en placer un autre qui lui semble avoir des perspectives de rendement un petit peu meilleures. Donc ces fonds sont très divers et donc il s'agit vraiment de décrypter la stratégie de ces fonds qui sont présents dans le capital. Et souvent on a plusieurs catégories de fonds, donc la difficulté pour un manager et pour après un conseil, c'est d'arriver à satisfaire des fonds d'investissement qui ont des stratégies extrêmement différentes. Et donc, est-ce que vos actionnaires, fonds d'investissement, sont plutôt des investisseurs à court ou long terme? Est-ce qu'ils sont plutôt attachés aux dividendes ou à une plus-value sur les titres? Est-ce qu'on a simplement affaire à une stratégie de placement des apporteurs de ces ressources au fonds? Il faut être capable d'analyser, je dirais, de façon indirecte, qui sont les actionnaires de ces fonds pour essayer de voir un petit peu quelles vont être leurs attentes. Et il faut aussi voir si ces fonds souhaitent à ce qu'un de leurs représentants soit présent au conseil d'administration par la suite. Également, ce qui peut être déterminant, c'est est-ce que le fonds qui va venir dans votre capital, est-ce qu'il a une relative expertise ou pas dans le ou les métiers de l'entreprise? On a certains fonds qui se focalisent par exemple sur le secteur financier ou sur le secteur de l'énergie, et puis des fonds qui investissent de façon un petit peu indifférenciée. Alors, pour terminer sur la question des fonds, je pense qu'il faut repérer un autre point très intéressant, c'est est-ce qu'ils sont très actifs? Et on parle maintenant d'actionnaires activistes ou d'activisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des actionnaires, et c'est surtout le fait des fonds, donc, qui interviennent systématiquement dans les assemblées générales si leurs intérêts ne semblent pas respectés. Alors, ils interviennent certes en assemblée générale, mais de plus en plus, ils vont mettre une forte pression sur le management et sur le conseil via les médias. Et il n'est pas rare de voir des campagnes de publicité négatives à l'égard des managers en place ou à l'égard d'autres actionnaires si ces fonds pensent que leurs intérêts ne sont pas respectés. Donc ça, c'est une nouveauté depuis quelques années de voir cet activisme très fort qui remet parfois en cause la stabilité de l'actionnariat ou la stabilité de la direction de l'entreprise.